On dit souvent que partager un utérus crée un lien mystique indéfectible, une connexion invisible qui transcende le temps, l'espace et la logique humaine. Je peux vous assurer que c'est le mensonge le plus poétique que la biologie ait jamais inventé. Quand je regarde mes premiers souvenirs, je ne vois pas une âme sœur, je vois un parasite lumineux. Ma sœur jumelle s'appelle Élise. Nous avons partagé le même sang, le même liquide amniotique, la même date de naissance. Mais à la seconde où nous avons franchi le seuil de ce monde, nos chemins ont divergé de manière irrévocable. Élise est née 3 minutes avant moi. 3 minutes qui, dans la mythologie de ma famille, ont suffi pour lui attribuer le titre de miracle absolu. Elle est née en criant avec des poumons qui exigeaient l'attention du monde entier. Je suis née dans un silence troublant, les yeux ouverts, observant déjà la lumière aveuglante du bloc opératoire, avec une résignation précoce. La maison dans laquelle nous avons grandi était une vaste bâtisse bourgeoise aux murs épais, tapissée de papier peint hors de prix et de silence encore plus coûteux. L'odeur de cire d'abeille et de lys frais flottait toujours dans les couloirs, une odeur qui me donnait la nausée, car elle masquait la pourriture émotionnelle qui rongeait nos fondations. Ma mère, une femme dont le sourire semblait avoir été sculpté dans de la glace pour impressionner ses amis du club de tennis, avait décidé très tôt qu'elle n'avait l'énergie émotionnelle que pour un seul chef-d'œuvre. Élise était ce chef-d'œuvre. Élise avait les cheveux d'un blond solaire qui attrapait la lumière. Je possédais une teinte plus terne, plus cendrée, comme l'ombre de son éclat. Élise prenait de la place. Elle riait fort, elle cassait des objets en porcelaine et on louait sa vivacité. Je restais dans les coins, je lisais en silence et on ignorait ma présence, ou pire, on me reprochait mon manque de personnalité. Grandir dans cette maison, c'était comme exister en tant que note de bas. 2 pages dans la biographie triomphante de quelqu'un d'autre, chaque anniversaire, depuis notre plus tendre enfance, était une épreuve psychologique épuisante, une chorégraphie de la négligence. À 10 ans, elle a eu un poney loué pour l'après-midi, avec une cour remplie de ses amis, pendant que je recevais un dictionnaire illustré, parce que, selon mon père, j'étais la cérébrale de la famille. Mon père, cet homme effacé, dont la colonne vertébrale semblait avoir été dissoute dans le compte en banque de ma mère, achetait la paix conjugale en fermant les yeux sur l'injustice flagrante qui se déroulait sous son propre toit. Il m'offrait parfois des regards de pitié furtifs, en cachette, des regards fuyants qui me dégoûtaient. Encore plus que la cruauté ouverte de ma mère, la pitié, sans l'action, est la forme la plus abjecte de la lâcheté. Au fil des années, j'ai appris à me rétracter, à devenir une spectatrice invisible de ma propre vie. J'ai étudié leurs mouvements, leurs micro-expressions. J'ai appris à lire l'air de la pièce avant d'y entrer. L'atmosphère devenait lourde électrique. Chaque fois qu'Élise exigeait quelque chose, c'était un trou noir qui absorbait l'oxygène et les ressources financières de la maison. Et puis, l'année de nos 21 ans, est arrivé le seuil psychologique ultime, l'entrée officielle dans l'âge adulte. Pour ma mère, c'était l'événement mondain de la décennie, une opportunité de prouver au microcosme de sa petite société provinciale que sa progéniture était la plus brillante, la plus aimée, la plus parfaite. L'air de la maison avait changé 6 mois avant la date fatidique du 22 novembre. Les conversations au dîner n'étaient plus que des murmures excités sur les traiteurs, les DJ venus de la capitale. Les robes sur mesure, je mangeais en silence, écoutant le son métallique de ma fourchette contre la porcelaine, pendant qu'ils débattaient de la couleur des serviettes, en lin. Pas une seule fois. Ils ne m'ont demandé mon avis. Pas une seule fois. Mon nom n'a été prononcé dans ces séances de planification obsessionnelle, c'est devenu une expérience sociologique. Pour moi, je testais leurs limites. Je restais assise là, le visage neutre buvant l'eau glacée de mon verre, attendant la moindre mention de ma propre existence. Elle ne venait jamais un mardi soir de novembre, alors qu'une pluie fine et persistante lavait les vitres du salon. J'ai trouvé l'ordinateur portable de ma mère ouvert sur l'îlot en marbre de la cuisine. La maison était silencieuse
Élise, était sortie avec une cour de subalternes qu'elle appelait amie. Et mes parents dormaient déjà. L'écran émettait une lueur bleutée, presque fantomatique, dans la pénombre. Je ne cherchais rien. Je voulais juste me servir un verre d'eau, mais mes yeux ont été attirés par le tableur Excel, brillant au centre de l'écran. Le titre du document était simple et dévastateur. Anniversaire, Élise projet budget, je me suis approchée. L'air autour de moi semblait soudain se raréfier. Mon cœur a ralenti, ses battements s'espaçant dans une cadence lourde sourde, j'ai posé mon doigt sur le pavé tactile et j'ai fait défiler le document. Chaque ligne était une gifle d'une précision chirurgicale, location du domaine des Saules, 4 000 €, traiteur gastronomique, avec atelier culinaire, 3 500 €, robe de créateur, 2 000 €, DJ. Et équipement, 100 500 €. Décoration florale, importée, et sculpture de glace, 1 000 €. Photographe et vidéaste, professionnel, 1 000 € cadeaux surprise, divers, le total, en bas de la colonne en gras, avec une police impitoyable, affichait exactement 13 000 €, 13 000 € de vanité distillée. J'ai continué à faire défiler, cherchant avec une naïveté pathétique, que je me pardonne encore, difficilement aujourd'hui, un autre onglet, un autre fichier, quelque chose qui dirait anniversaire Camille, ou même un budget conjoint, rien, absolument rien pire. Encore, j'ai cliqué sur le dossier des invitations numériques. Le design était somptueux, des lettres dorées sur un fond noir, mat. Le texte disait « Venez célébrer la 21e année de la lumière de notre vie. Élise, pas les 21 ans de nos filles, pas. Élise et Camille. Non seulement. Élise, j'étais littéralement effacée de ma propre naissance. J'ai regardé l'écran pendant ce qui m'a semblé être des heures. La lumière bleue se reflétait dans mes yeux, asséchant mes cornets. Je n'ai pas pleuré. La tristesse est une émotion réservée à ceux qui ont encore de l'espoir, ce qui s'est installé dans ma poitrine. Cette nuit-là, sous la lumière clinique de cet écran, n'était pas de la tristesse, c'était un froid absolu, un vide architectural qui prenait la place de mes organes. J'ai senti une déconnexion neurologique se produire dans mon cerveau. Le pont suspendu qui me reliait à ces gens, à cette maison, à ce sang, venait de s'effondrer sans le moindre bruit. Je suis retournée dans ma chambre, une petite pièce située au bout du couloir, le plus éloigné. Volontairement dépouillée de tout luxe, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai laissé l'air glacial de novembre m'engourdir le visage 13 000 €. C'était plus qu'un montant, c'était une déclaration de valeur. Élise valait 13 000 € d'investissement social. Je ne valais pas même l'encre numérique d'une invitation dans l'obscurité de ma chambre. J'ai pris une décision. Ce n'était pas une décision née de la rancœur. C'était une manœuvre de survie. Je n'allais pas faire de scandale. Je n'allais pas crier à l'injustice. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir brisée, car c'est ce que ma mère attendait secrètement. Elle voulait que je mendie son amour pour pouvoir me le refuser, avec une cruauté polie. Je n'allais pas jouer ce jeu. La vraie victoire consistait à retirer mon pion de leur échiquier. Les semaines suivantes ont été une leçon d'ascèse mentale. Je les observais préparer cette immense mascarade, avec l'attention d'un entomologiste étudiant des insectes agités, la veille de l'événement. Ma mère s'est arrêtée dans le couloir, tenant un cintre enveloppé de plastique protégeant la fameuse robe à 2 000 € d'Élise. Elle m'a regardée comme on regarde un meuble qu'on a oublié de dépoussiérer au fait. Camille Maté. Elle dit d'une voix traînante, pleine d'une fausse désinvolture. Élise fête son anniversaire demain soir avec ses amis. On a pensé que tu préférerais peut-être quelque chose de plus calme. Tu as toujours détesté les foules. N'est-ce pas? Je te laisserai la carte de crédit de ton père si tu veux te commander une pizza. Le vide dans son regard était spectaculaire. Elle ne s'excusait pas. Elle justifiait l'injustifiable par mon propre tempérament. Elle transformait son exclusion systémique en un faux respect de ma personnalité. C'était un coup de génie dans l'art de la manipulation psychologique. J'ai soutenu son regard sans ciller.
mon expression lisse comme la surface d'un lac gelé. C'est parfait, mère, je répondis d'une voix monotone. Une voix sans âme, sans émotion. J'ai déjà prévu quelque chose de très calme. Elle a eu un léger rictus de soulagement, s'épargnant ainsi la moindre once de culpabilité maternelle qui aurait pu par miracle survivre dans son cœur sec. Elle a continué son chemin, laissant derrière elle cette odeur nauséabonde de cire et de mensonge. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé sous mon lit. Une petite valise noire était déjà prête. Je n'avais pas besoin de la carte de crédit de mon père. J'avais économisé méticuleusement chaque centime de mes petits boulots d'étudiante pendant 3 ans. J'avais organisé ma propre fête de libération. J'avais loué une petite chambre d'hôtel modeste, mais propre à l'autre bout de la ville, près de la gare. J'avais invité les 2 seules personnes qui connaissaient mon âme, mes 2 amis de la bibliothèque de l'université. L'idée n'était pas de célébrer ma naissance, mais de célébrer ma mort dans cette famille et ma résurrection dans la mienne. La nuit allait être longue, et je savais d'instinct que le chaos qu'ils avaient semé finirait par éclore, mais je ne savais pas encore à quel point la symphonie de leur destruction serait douce à entendre le matin du 22 novembre, s'est levé avec une pâleur cadavérique. Le ciel était d'un gris de plomb pesant, écrasant, comme s'il reflétait l'humeur claustrophobique qui régnait dans ma propre poitrine. Je me suis réveillée à 6 heures tapantes, non pas à cause d'une horloge biologique excitée par le jour de ma naissance, mais à cause du bruit fracassant d'un camion de livraison qui reculait dans l'allée en gravier de notre propriété. Le son grave du moteur diesel vibrait à travers les murs anciens de la maison. Faisant trembler les vitres de ma petite chambre, c'était le prélude industriel de la symphonie de l'ego d'Élise. Je suis restée allongée sur mon lit étroit, les bras croisés derrière la tête, fixant le plafond craquelé dont j'avais mémorisé chaque fissure au fil des années de solitude. Chaque ligne au plafond représentait une fuite imaginaire, une carte géographique de mon évasion mentale. Aujourd'hui, ces fissures ne seraient plus seulement des dessins abstraits, elles allaient devenir ma réalité. En bas, la maison s'éveillait avec une frénésie militaire. J'entendais les talons de ma mère claquer sur le parquet du couloir, un rythme sec, autoritaire, staccato. Elle aboyait des ordres, avec cette voix aiguë qu'elle réservait aux employés de maison et aux gens qu'elle considérait comme inférieurs. Les portes s'ouvraient et se claquaient. Des voix inconnues résonnaient dans le vestibule, des hommes transportant des chaises, des tables, des structures métalliques pour les tentes dans le jardin. Je pouvais sentir l'odeur du café, fort fraîchement moulu, se mélanger à celle de la terre humide ramenée par les bottes des ouvriers. C'était une invasion domestique, une violation de notre sanctuaire privé. Tout cela pour célébrer la divinité blonde qui dormait encore. Probablement à point fermé dans sa chambre spacieuse de l'autre côté du couloir à 9 heures, je me suis levée. Le contact de mes pieds nus sur le plancher froid a été un rappel physique de ma propre existence, de mon ancrage dans le réel. J'ai marché jusqu'à la salle de bain que je partageais techniquement avec Élise, mais qui avait été annexionnée par ses produits de beauté, coûteux, ses fers à lisser, ses crèmes hors de prix qui s'entassaient sur le marbre comme les offrandes sur un autel. Païen, j'ai pris une douche rapide, l'eau brûlante lavant les dernières traces de sommeil de mon corps. Je me regardais dans le miroir, embué, le visage pâle, les yeux cernés par des nuits d'insomnie et de planification silencieuse. Il n'y avait aucune trace de joie d'anniversaire sur mon visage, et c'était parfaitement bien. La joie était une émotion trop bruyante, trop indiscrète pour moi. J'avais cultivé une ataraxie, une tranquillité de l'âme basée sur l'absence totale d'attente. Je me suis habillée avec des vêtements simples, un jean noir, un pull à col roulé, sombre, des bottines usées, des vêtements qui criaient l'invisibilité des vêtements pour disparaître quand je suis sortie de ma chambre pour descendre les escaliers. L'ampleur de l'absurdité m'a frappée de plein fouet. Le hall d'entrée avait été transformé en une forêt artificielle, des centaines de roses blanches et de lys étaient disposés dans d'immenses vases de cristal. L'odeur florale était tellement saturée, tellement écœurante qu'elle prenait à la gorge. C'était l'odeur des salons funéraires, l'odeur de la mort parfumée.
Ma mère se tenait au centre de ce mausolée floral, un carnet de notes à la main, le visage tendu par le stress de la perfection. Elle portait déjà un tailleur immaculé, chaque cheveu laqué à sa place, quand elle m'a vu descendre son regard, à glisser sur moi, comme si j'étais une domestique anonyme. Ah, Camille, ah, thé. Elle jetait sans même me regarder dans les yeux. Fais attention où tu marches, ils sont en train d'installer le tapis rouge pour ce soir, et s'il te plaît, ne reste pas dans le passage. J'ai beaucoup trop de choses à gérer. Pas un bonjour, pas un bon anniversaire, rien, juste une directive de circulation spatiale pour ne pas polluer l'esthétique de la journée d'Élise. J'ai hoché la tête lentement, absorbant la toxicité de ce moment et la rangeant soigneusement dans le coffre-fort de mon esprit. Chaque insulte silencieuse, chaque regard vide ajoutait une brique supplémentaire à la muraille d'indifférence que j'avais bâtie entre eux et moi. Je suis allée dans la cuisine, un champ de bataille d'acier inoxydable, où le chef traiteur et son équipe s'affairaient autour de plateaux de canapés microscopiques et de verrines colorées. J'ai attrapé une pomme dans la corbeille de fruits, le seul aliment qui semblait ne pas avoir été chorégraphié pour l'événement, et je suis sortie par la porte de service. Le jardin était méconnaissable, d'énormes tentes blanches avaient été dressées. Une piste de danse en plexiglas scintillait sous le ciel gris. C'était un parc d'attractions dédié au narcissisme. Je me suis assise sur le vieux banc en bois, près du local, à poubelle. Le seul endroit qui n'avait pas été décoré, et j'ai mordu dans ma pomme en regardant ce cirque se déployer à l'intérieur. Élise venait de se réveiller. Je pouvais l'entendre depuis l'extérieur, ses cris d'excitation perçants, comme du verre brisé, résonnaient à travers les fenêtres ouvertes. Elle hurlait de joie en découvrant probablement les premiers cadeaux ou peut-être simplement en contemplant l'immensité de sa propre importance. Le son de sa voix me donnait la nausée. Non pas par jalousie, c'était la chose la plus importante à comprendre, je n'étais pas jalouse d'Élise. La jalousie implique le désir de posséder ce que l'autre a. Je ne voulais pas de ce cirque. Je ne voulais pas de ces amis superficiels qui venaient boire le champagne de mes parents. Je ne voulais pas de ce château de cartes. Ce qui me donnait la nausée, c'était l'injustice cosmique, la distorsion de la réalité, l'aveuglement volontaire de mes parents qui nourrissaient le monstre qu'ils avaient créé. Le temps s'étirait, chaque minute ressemblait à une heure, l'après-midi, a commencé à s'installer. L'obscurité tombait vite en novembre, enveloppant la maison dans des ombres prématurées. C'était l'heure de mon exode. J'ai rejoint ma chambre, le brouhaha de la maison devenant un murmure lointain derrière la porte fermée. J'ai sorti ma petite valise noire de sous le lit. J'y avais mis l'essentiel, quelques vêtements des livres, mes papiers d'identité, mes économies en liquide. Je n'emportais aucun souvenir, aucune photo, rien qui ne me relie à cette bâtisse. Je laissais derrière moi la fille invisible, la jumelle fantôme, l'ombre d'Élise. J'ai mis mon manteau, un long manteau de laine épaisse. J'ai écharpé mon cou, fermé la valise. Le bruit de la fermeture éclair sonnant comme un couperet final définitif. J'ai jeté un dernier regard à la pièce nue, le lit fait la table vide. C'était la chambre de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment existé. J'ai descendu l'escalier de service, évitant le grand hall où les premiers invités allaient bientôt arriver. La musique de test du DJ commençait à faire vibrer les planchers des basses lourdes qui résonnaient dans mes os. Je suis sortie par la porte arrière, la même par laquelle j'étais sortie ce matin. L'air froid m'a frappé le visage, aiguisant mes sens. J'ai marché le long du mur d'enceinte, le gravier crissant sous mes pas, un bruit que la musique forte couvrait presque entièrement. Je me suis retournée une seule fois avant de franchir le portail, en fer forgé. La maison brillait de mille feux. Chaque fenêtre était un carré de lumière dorée, jetant une aura théâtrale sur la pelouse. C'était magnifique et terrifiant, à la fois une illusion parfaite d'amour familial et de bonheur. Je n'ai rien ressenti, pas une once de regret, juste la satisfaction froide et clinique du prisonnier qui trouve enfin la faille dans le système de sécurité. J'ai tourné le dos à la maison et j'ai commencé à marcher vers la gare. Le trajet durait 45 minutes à pied.
Je n'ai pas pris de taxi. Je voulais marcher. Je voulais sentir le froid, engourdir mes membres. Je voulais que la distance physique se crée pas à chaque pas. Je me sentais plus légère, comme si des couches de boue séchée tombaient de mes épaules. Les rues de la ville étaient calmes, humides. Les lampadaires projetaient des cercles de lumière jaune sur le bitume mouillé. J'étais seule. Et pour la première fois de ma vie, cette solitude n'était pas une punition imposée par les autres, mais un choix, un sanctuaire. Je suis arrivée à l'hôtel vers 19 heures. C'était un établissement sans étoiles, avec une enseigne au néon, dont la lettre T clignotait de manière erratique. Le hall sentait le produit d'entretien bon marché et le vieux tabac, le réceptionniste. Un homme fatigué derrière une vitre en plexiglas m'a tendu la clé de la chambre 212. Sans me regarder, c'était parfait. L'anonymat total. La chambre était exiguë, les murs recouverts d'un papier peint délavé à motifs floraux. Le lit était dur, recouvert d'un couvre-lit marron, douteux. La fenêtre donnait sur une cour intérieure sombre où s'entassaient des poubelles. C'était le contraste absolu avec le domaine des Saules et sa splendeur à 13 000 euros. Et pourtant, en m'asseyant sur le bord du matelas, grinçant, j'ai pris la première respiration, véritablement profonde de mon existence. L'air de cette petite chambre miteuse était pur, parce qu'il n'était pas contaminé par les attentes de ma mère ou les mensonges de mon père. À 20 heures précises, quelqu'un a frappé à la porte, 2 petits coups discrets. J'ai ouvert, c'était Léa et Thomas, mes 2 seuls amis, mes refuges. Léa portait un petit gâteau au chocolat, acheté dans une boulangerie de quartier, avec une unique bougie plantée maladroitement au centre. Thomas tenait une bouteille, de vin rouge bon marché et 3 gobelets en plastique. Ils sont entrés en silence, comprenant la gravité de la situation sans que j'aie besoin de prononcer un mot. Nous nous sommes assis en tailleur sur le vieux tapis râpé. Léa a allumé la bougie, la petite flamme vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs décrépits, joyeux. Anniversaire, Camille a murmuré, Thomas, sa voix douce, résonnant dans le silence de la pièce. Joyeuse, libération, a ajouté Léa, en me regardant, avec une tendresse qui m'a presque fait pleurer, presque je n'ai pas fait de vœux en soufflant la bougie, je n'avais plus besoin de vœux. J'avais des plans, j'avais la réalité. Nous avons mangé le gâteau avec les doigts, buvant le vin âpre dans les gobelets en plastique. Nous avons parlé à voix basse, parlant de nos études, de l'avenir, de l'université, de philosophie, de tout, sauf de la maison que je venais de quitter. Cette maison n'existait plus. Elle avait été rayée de ma carte mentale. Nous avons ri d'un rire vrai, non. Pas le rire forcé des soirées mondaines, mais le rire qui naît de la connexion authentique entre des âmes abîmées. Le temps passait, l'horloge numérique sur la table de chevet affichait minuit, le 22 novembre, s'achevait de l'autre côté de la ville. La grande mascarade battait son plein. L'alcool coulait à flots. Les discours hypocrites étaient déprononcés. Les photos faussement spontanées étaient postées sur les réseaux sociaux pour certifier l'existence d'un bonheur factice. J'imaginais ma mère rayonnante, récoltant les compliments de ses pairs. J'imaginais Élise, ivre d'attention, persuadée d'être le centre de l'univers. Je les imaginais tous si absorbés par leurs propres reflets qu'ils n'avaient même pas remarqué mon absence. Ils ne remarqueraient pas que ma chaise était vide. Ils ne remarqueraient pas que mes affaires avaient disparu, avant des jours, peut-être des semaines. Cette certitude ne me blessait plus, elle me fortifiait. La nuit s'étirait lente et silencieuse. Léa et Thomas sont partis vers 1 heure du matin, me laissant seule dans la chambre. 212. Je me suis allongée sur le lit dur, regardant les ombres du néon clignotant se refléter sur le plafond. J'étais en paix. Une paix absolue, glaciale, inébranlable. J'étais le capitaine de mon propre navire, échoué sur une plage désolée, mais enfin libre, de la tempête familiale. Je savais que le calme précède toujours la tempête. Je savais que l'effondrement de leur monde était inévitable, que la bulle de perfection, artificielle qu'ils avaient gonflée à grands coups de milliers d'euros, allait finir par éclater sous la pression de la réalité. Je n'attendais rien. Je ne souhaitais pas
leur malheur. Activement, je n'avais tout simplement plus aucune capacité émotionnelle pour m'en soucier. Je me suis assoupie un sommeil léger, sans rêve, flottant dans les limbes de ma nouvelle liberté acquise. Et puis, à 2 heures du matin, exactement, le silence de la chambre a été déchiré par une sonnerie stridente aiguë. Paniqué, mon téléphone portable posé sur la table de chevet vibrait violemment contre le bois rayé. J'ai ouvert les yeux, le cœur battant à un rythme lent contrôlé. Je me suis tournée lentement, laissant la sonnerie continuer son hurlement désespéré. L'écran s'illuminait dans le noir, projetant une lumière blafarde sur mon visage. Impassible. Le nom affiché sur l'écran, en grosses lettres tremblantes d'urgence, appelait à mon humanité, à mes liens de sang, à tout ce que j'avais méthodiquement tué. Cette nuit, là, c'était Élise. Et elle appelait à l'aide, le téléphone vibrait sur la table de chevet, avec une violence mécanique qui semblait vouloir scier le bois abîmé du meuble. Je suis restée parfaitement immobile, sur mon dos, les bras croisés sur ma poitrine, dans une posture presque mortuaire, observant l'écran, illuminer la pénombre de la chambre d'hôtel miteuse. La lumière blafarde projetait des ombres vacillantes sur le papier peint jauni, révélant les motifs floraux délavés, comme des spectres. Moqueur, l'appareil se déplaçait millimètre par millimètre sous l'effet de ses propres secousses, un petit insecte de verre et de métal paniqué, par l'urgence de l'appel, le nom affiché en lettres capitales blanches, sur fond noir, était Élise. Ce prénom de 5 lettres qui avait défini, dicté et détruit mon existence depuis le jour de notre naissance commune. Il clignotait comme une sirène d'alarme, comme un ordre absolu émanant du centre de l'univers, exigeant mon attention, immédiate, ma soumission. Totale ma fonction d'éponge émotionnelle, je n'ai pas bougé. La sonnerie standard stridente perçait le silence sacré que j'avais mis tant d'années à conquérir. Je comptais mentalement les tonalités, 1, 2, 3, 4, 5. L'humain, moyen, abandonne après, la 6e ou la 7e. Mais Élise n'était pas moyenne, elle était une force de la nature narcissique incapable de concevoir qu'on puisse ignorer son appel, surtout au milieu de la nuit. Surtout quand elle avait besoin de quelque chose, je savais que si je ne répondais pas, elle rappellerait 10 fois, 20 fois, 100 fois, jusqu'à ce que la batterie meure. Je savais aussi que répondre immédiatement lui donnerait la satisfaction de ma disponibilité permanente. Je devais reprendre le contrôle de la temporalité. Je devais lui montrer que l'espace-temps ne se pliait plus à sa volonté au 10e coup, juste une fraction de seconde avant que la messagerie vocale ne s'enclenche. J'ai tendu le bras, j'ai saisi l'appareil froid et j'ai fait glisser mon pouce sur l'écran vert. Le geste était d'une lenteur chirurgicale délibérée. J'ai porté le téléphone à mon oreille sans dire un mot, sans prononcer le moindre oui ou allô, laissant le vide de mon silence accueillir le chaos du sien. Le choc auditif a été brutal, instantané. La seconde même où la connexion s'est établie, le silence de ma chambre a été violé par une cacophonie infernale, un bruit de fond terrifiant composé de vers brisés, de basses musicales sourdes qui tournaient à vide, de voix lointaines qui hurlaient des ordres, et par-dessus tout cela, le cri d'Élise. Ce n'était pas un pleur, ce n'était pas un sanglot de tristesse, c'était un hurlement primal, viscéral, le cri d'un animal écorché vif d'un ego en train de se faire dévorer par la réalité. Ses poumons semblaient se vider dans un spasme hystérique. Sa voix était méconnaissable, saturée de larmes de mucus, de terreur. Pure Camille, Camille. Oh mon Dieu, Camille hurla. T-elle dans le microphone, le son saturant le haut. Parleur de mon téléphone crachotant contre mon tympan. Aide, moi je t'en supplie. Dis, moi, que tu es là. Dis, moi, que tu m'entends. Viens me chercher tout de suite. C'est un cauchemar. Un putain de cauchemar au secours. Je n'ai pas scié ma respiration, était restée parfaitement régulière, lente, calme. Je fixais le plafond écaillé, écoutant la détresse absolue de la fille, qui m'avait ignorée toute ma vie. La supplication dans sa voix était une drogue puissante, une mélodie toxique, que
J'aurais autrefois bu avec avidité, espérant y trouver enfin une utilité, une preuve d'amour. Mais ce soir, la coupe était vide. Je ne ressentais aucune empathie, aucune compassion, aucun désir de la sauver. J'étais une biologiste, observant une cellule se désintégrer sous un microscope. Je l'ai laissée pleurer, je l'ai laissée halter, reprendre son souffle, s'étouffer avec ses propres larmes avant de prononcer le moindre son que se passe. T, il élise. Eh, je finalement demandai d'une voix neutre, plate, métallique, une voix dépouillée de toute émotion humaine, une voix d'automate. Ma froideur a semblé la déstabiliser pendant une microseconde. Le flot de ses hurlements s'est interrompu, remplacé par une respiration saccadée de panique pure. Julien hoqueta. T. Elle, le nom de son petit ami parfait, l'héritier riche et beau, que ma mère adorait, sortant de sa bouche comme un crachat sanglant. Julien et Chloé, ma propre meilleure amie Camille. Ils l'ont diffusé, ils l'ont montré à tout le monde, devant tout le monde. Les mots sortaient de sa bouche comme des pierres aiguisées. Elle peinait à articuler, étouffée par l'humiliation absolue. Elle m'a raconté l'horreur dans un flot incohérent de phrases brisées. La fête battait son plein. Le domaine des Saules brillait de ses 13 000 € de vanité. Le traiteur servait le champagne. L'élite de la ville admirait la sculpture de glace. Et puis, le moment du gâteau est arrivé, le discours de mon père. La fierté de ma mère, le vidéaste professionnel, celui qui avait coûté 1 000 € à lui seul, avait préparé un montage vidéo surprise, une compilation des moments les plus romantiques de Julien et Élise, censés être projetés sur les écrans géants suspendus au-dessus de la piste de danse en plexiglas. Mais le vidéaste, dans son obsession de tout capturer, avait laissé une caméra tourner dans le petit salon VIP, privé à l'étage, et par une erreur de manipulation fatale, ou peut-être par une justice poétique divine, le flux en direct de cette caméra s'était retrouvé connecté aux écrans principaux. Les invités, les 300 personnes choisies sur le volet, ont levé les yeux vers les écrans, s'attendant à voir des photos d'enfance mignonnes. Au lieu de cela, en très haute définition, sur des dalles lumineuses de 5 mètres de large, ils ont vu le salon VIP, ils ont vu la robe de créateur à 2 000 € jetée sur le sol, ils ont vu Julien le fiancé, parfait, et Chloé, la meilleure amie dévouée, engagée dans un acte d'une trahison d'une clarté obscène. Le silence dans la salle, selon les sanglots hystériques d'Élise, avait été la chose la plus terrifiante qu'elle ait jamais vécue. Un silence de tombeau, un vide acoustique où l'on pouvait entendre le frottement des vêtements depuis les enceintes géantes, avant que quelqu'un ne trouve la présence d'esprit de couper le son, puis la réalité a frappé le scandale, a explosé. Élise a hurlé, Julien a couru à moitié habillé sous les flashs des téléphones portables qui filmaient déjà la scène. Ma mère s'est évanouie détruisant la table des desserts dans sa chute. Mon père a tenté de frapper le vidéaste. La fête de l'année, le couronnement social de la famille s'était transformé en l'humiliation la plus publique et la plus virale de la décennie. Le château de cartes de 13 000 € venait de s'effondrer, écrasant la princesse sous ses décombres. Tout le monde me regarde. Camille pleurait. Élise, sa voix tremblant de froid ou de choc. Je suis enfermée dans les toilettes du traiteur. Je ne peux pas. Sortir les filles de mon école rient de moi. Je les entends chuchoter derrière la porte. Maman est en crise de nerfs, dans le bureau du directeur. Papa hurle sur la police. Je n'ai personne. Je suis toute seule. Camille. Toute seule. Tu comprends. Tu dois venir avec la voiture. Tu dois me sortir de là. Je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux. Je serai gentille. Je te le jure. Viens me chercher. L'audace de sa demande m'a fait l'effet d'une décharge électrique glacée le long de la colonne vertébrale. La mécanique de son cerveau était fascinante, même au fond du gouffre de sa propre destruction sociale, même après m'avoir exclue
de cette même fête, effacée de notre anniversaire commun, ignorée ce matin même dans notre propre maison, elle trouvait légitime d'exiger mon aide. Elle estimait que mon rôle, mon unique fonction sur cette terre, était d'être son plan de secours, sa femme de ménage, émotionnelle, celle qui nettoie le sang et les larmes quand les invités de marque sont partis, son « je serai ». Gentille était l'insulte finale, la preuve qu'elle savait pertinemment qu'elle avait été un monstre toute sa vie et qu'elle utilisait une promesse de comportement décent comme monnaie d'échange pour sauver sa peau. J'ai fermé les yeux, visualisant la scène, la robe froissée, les visages ricanants de ses faux amis, l'horreur sur le visage de notre mère obsédée par l'image. J'ai visualisé tout cela et je n'ai ressenti qu'un calme profond, une satisfaction silencieuse, une paix abyssale. Je suis restée silencieuse pendant de longues secondes, laissant le poids de ma non-réponse écraser ses derniers espoirs. Élise, allô, allô, tu es là, réponds-moi. C'est cruel de ne pas répondre. Gémit elle. L'ironie de l'entendre prononcer le mot cruel était d'une beauté presque douloureuse. J'ai pris une grande inspiration, l'air de la chambre sentait la poussière et le vieux tabac. Mais pour moi, c'était l'oxygène de l'indépendance de ma propre renaissance. J'ai approché mes lèvres du microphone. Élise haï, je murmurai ma voix résonnant dans la nuit, avec la clarté d'une lame de rasoir nouvellement affûtée. Je ne viendrai pas. Un long silence s'est installé de l'autre côté de la ligne, un silence si lourd qu'il a semblé aspirer tous les bruits de fond de la fête détruite, quoi. Hâtée, elle soufflait sa voix, se brisant sur la consonne, son cerveau rejetant l'information, incapable de traiter un refus venant de la personne la plus soumise de son entourage. Je ne viendrai pas. Élise haï, je répétais, articulant chaque syllabe avec une lenteur hypnotique. Tu as voulu cette vie, tu as voulu ces gens, tu as voulu cette lumière écrasante. Tu as dépensé 13 000 € pour être le centre absolu de l'attention de cette ville. Eh bien, tu les savoures chaque seconde, mais je suis ta sœur. Hurla-t-elle. Elle, soudain, la rage remplaçant la panique, l'instinct de domination essayant de reprendre le dessus. Tu es mon sang, tu ne peux pas me laisser ici. Tu ne peux pas me faire ça. C'est notre anniversaire. Notre anniversaire. Hâtée. Elle osait crier le mensonge était si gros que j'ai esquissé un léger sourire dans l'obscurité. Un sourire dénué de toute joie. Un étirement des muscles faciaux purement instinctifs face à l'absurdité humaine. Non, Élise. Je corrigeai d'un ton professoral gélide. C'est ton anniversaire. Mon anniversaire a été oublié. Dans un tableau Excel, il y a des mois, tu n'as pas de sœur. Ce soir, tu n'as qu'une liste d'invités sur laquelle je ne figure pas. Appelle Julien, appelle Chloé, appelle notre mère qui pleure. Sur sa réputation détruite débrouille. Toi, tu es l'enfant miracle. Prouve-le, j'ai éloigné le téléphone de mon oreille pendant qu'elle recommençait à hurler des insultes. Cette fois, me traitant de monstre, de psychopathe, d'ingrate, ces mots n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Ils étaient comme des flèches tirées contre un mur d'acier blindé. J'ai regardé l'écran, le minuteur de l'appel affichait 4 minutes et 20 secondes. 4 minutes et 20 secondes pour détruire 21 ans. D'emprise psychologique, j'ai appuyé sur le bouton rouge. L'appel s'est coupé. Le silence de la chambre est revenu total, enveloppant, protecteur. J'ai posé le téléphone sur la table de chevet, puis, dans un geste méthodique et final, j'ai appuyé longuement sur le bouton d'alimentation. L'écran s'est éteint, plongeant l'appareil dans un sommeil noir absolu. La coupure était faite. Le cordon ombilical était tranché. Je me suis rallongée, j'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis ma naissance, j'ai dormi d'un sommeil parfait sans aucun rêve, sans aucune ombre, attendant le lever du soleil sur un monde où je n'étais plus la sœur de personne. Le soleil de novembre s'est levé avec une lenteur obscène, une lumière grise et maladive qui a filtré à travers les rideaux fins et poussiéreux de la chambre 212. Je me suis réveillée avec une clarté mentale que je n'avais jamais connue auparavant.
Il n'y avait pas de brouillard matinal, pas de fatigue résiduelle, juste une lucidité coupante. Comme un diamant, le matelas dur m'avait laissé des courbatures dans le bas du dos, mais ces douleurs physiques étaient des trophées. Elles étaient la preuve tangible que je n'étais plus dans ma prison dorée, que j'avais dormi sur le champ de bataille de mon indépendance et que j'avais survécu. La chambre sentait encore le tabac froid et le désinfectant bon marché. Mais pour mes poumons, c'était le parfum de la liberté absolue. Je suis restée allongée un moment, écoutant les bruits de la rue en bas. Le grondement d'un camion poubelle, les klaxons impatients des travailleurs matinaux, la vraie vie bruyante, sale, chaotique et merveilleusement indifférente à mon existence dans ma famille, tout devait être feutré, contrôlé, aseptisé. Ici, le monde hurlait, et je faisais partie de ce vacarme anonyme. Je me suis levée, j'ai marché pieds nus sur la moquette rêche jusqu'à la petite salle de bain. L'eau du lavabo était glaciale, mais je m'en suis aspergé le visage avec une délectation presque sadique, regardant mon reflet dans le miroir piqué de taches noires. Je m'attendais presque à voir une autre personne, une étrangère. Mais c'était bien moi, Camille, avec mes yeux cernés, et mes cheveux ternes, sauf que l'ombre avait disparu. La jumelle fantôme n'était plus. Je possédais désormais ma propre substance. Il était 9 heures passées, quand j'ai finalement posé les yeux sur mon téléphone, éteint sur la table de nuit. Il ressemblait à un artefact désamorcé, à une bombe noire et silencieuse. Je savais que l'allumer équivalait à ouvrir les portes de l'enfer, mais je n'avais plus peur du feu. J'ai pressé le bouton d'alimentation. L'écran s'est allumé, affichant le logo du constructeur avec une lenteur agaçante, puis la connexion au réseau s'est établie et l'appareil est devenu fou. Il a commencé à vibrer dans ma main avec une violence inouïe, un spasme continu de notifications qui menaçait de faire exploser la petite machine. 47 appels manqués, 112 messages, textes 20 et un message vocaux, des notifications de réseaux sociaux en rafale. L'écran était une mer rouge d'alertes urgentes. La majorité provenait de ma mère d'Élise. Et curieusement de mon père, qui ne m'appelait jamais. Je me suis assise sur le rebord du lit, j'ai croisé les jambes et j'ai commencé le dépouillement avec la froideur d'un médecin légiste, examinant un cadavre. J'ai commencé par les messages vocaux de ma mère. Le premier datait de 2h15 du matin. Sa voix était méconnaissable. Déformée par une rage hystérique. « Camille, où es-tu » Tu réponds immédiatement. Ton père est en train de gérer la police et les urgences. Élise est dans un état lamentable. Tu dois rentrer à la maison, tout de suite. C'est un ordre. Tu m'entends? Un ordre. La fin du message était ponctuée par un bruit de verre brisé, en arrière. Plan. Le deuxième message, laissé 1 heure plus tard, montrait une fracture dans l'armure de la matriarche. La colère avait cédé la place à une panique sociale totale. Camille, je t'en supplie, décroche. Tu ne peux pas nous faire ça. Ce soir, Madame de Beaumont était là, le maire était là, ils ont tout vu. La vidéo tourne déjà sur Internet, notre réputation est détruite. Fini, tu es sa sœur. Tu dois être là pour la soutenir, devant les médias. Tu es la fille calme. Tu sauras quoi dire aux gens. Rentre à la maison. C'est la phrase la plus révélatrice de toute mon existence. Tu es la fille calme, tu sauras quoi dire aux gens. Soudain, mon invisibilité, mon manque d'éclat, mon calme que l'on m'avait tant reproché, devenait une ressource exploitable. Je devais être le bouclier médiatique, la caution de normalité pour éponger les dégâts de la fille en or. J'ai écouté les messages d'Élise. C'était une descente aux enfers, auditive. Une symphonie de narcissisme en décomposition dans les premiers, elle exigeait encore de l'aide, hurlant que Julien l'avait humiliée, que Chloé était une vipère, que sa vie était finie. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait et que mes non-réponses s'accumulaient, son ton changeait. Elle devenait suppliante, puis manipulatrice, puis franchement effrayante. Dans son dernier message laissé à 6 heures du matin, sa voix n'était plus qu'un murmure rauque cassé par les pleurs. « Camille, si tu ne viens pas, je vais me tuer. Je te le jure. Je vais avaler les cachets de maman. Je ne peux pas survivre à ça. Tout le monde se moque de moi. Je n'ai plus rien. C'est de ta faute. Si tu avais été là,
Tu aurais pu m'empêcher d'aller dans le salon. Tu aurais pu surveiller Chloé. C'est ta faute. Tu es un monstre. J'ai souri un vrai sourire, cette fois qui a étiré mes lèvres dans le silence de la chambre même dans son anéantissement total. Elle trouvait le moyen de rejeter la faute sur mon absence. C'était fascinant. L'architecture de sa folie était une forteresse imprenable. Je n'ai ressenti aucune peur face à sa menace de suicide. Je connaissais Élise mieux qu'elle ne se connaissait. Elle-même. Élise s'aimait beaucoup trop pour mourir. Élise voulait vivre. Pour se venger, pour reconstruire son image, pour jouer la victime magnifiée, elle ne se tuerait pas. Elle utiliserait cette menace pour terroriser nos parents et s'assurer qu'ils continueraient à payer pour ses caprices et sa thérapie hors de prix. J'ai effacé les messages un par un sans trembler, puis j'ai ouvert les réseaux sociaux. L'ampleur du désastre a dépassé mes prévisions, les plus optimistes. Ce n'était pas juste un petit scandale provincial, c'était devenu viral, le hashtag anniversaire. Élise était en tête des tendances régionales. Des invités avinés avaient filmé l'écran géant, diffusant la trahison en direct, la vidéo de Julien et Chloé, dans le salon VIP, était partout pixelisée par endroits, mais indéniable. Mais le pire n'était pas l'acte en lui. Même, le pire, c'était la réaction capturée par les téléphones du public. On y voyait Élise hurler de manière démentielle, jetant des coupes de champagne sur les invités. On y voyait mon père, cet homme d'ordinaire si lâche, essayer de se battre avec le DJ pour qu'il coupe les écrans, glissant sur le sol mouillé et tombant lourdement. On y voyait ma mère s'effondrant dramatiquement au milieu de la piste de danse, en plexiglas, détruisant la pyramide de macarons à 1 000 €. C'était une scène d'une décadence romaine, une tragicomédie grotesque. Les commentaires sous les vidéos étaient impitoyables. Les gens se délectaient de la chute de la bourgeoisie locale, de cette famille riche et arrogante, dont les secrets les plus sales étaient soudain exposés sous les projecteurs, au milieu de ces milliers de commentaires de moqueries de mèmes cruels. Pas une seule personne ne mentionnait la sœur jumelle d'Élise. Pas une seule personne ne se demandait où j'étais dans ma totale effacement. J'avais échappé au massacre. J'étais la seule rescapée de ce Titanic de 13 000 €. J'ai posé le téléphone, j'ai pris une douche rapide, j'ai rassemblé mes quelques affaires dans ma valise noire et j'ai quitté la chambre d'hôtel. Je n'avais pas l'intention de fuir la ville. Je n'avais pas l'intention de me cacher. J'allais retourner à la maison, non. Pas pour pardonner, non. Pas pour aider, mais pour récupérer mes documents officiels, quelques livres qui comptaient un pour moi. Et surtout pour contempler les ruines de mes propres yeux, je voulais être le témoin oculaire de la fin de leur empire. J'ai pris le bus de ville. Le trajet a duré près d'1 heure à travers les quartiers qui s'éveillaient lentement sous le ciel, toujours aussi. Gris, j'étais assise à l'arrière, regardant par la vitre couverte de buée. Les gouttes d'eau traçaient des sillons sur le verre. Je me sentais invulnérable, comme si on m'avait injecté une substance qui bloquait tous les récepteurs de la douleur. La maison familiale se dressait dans un quartier huppé, en périphérie entouré de hauts murs de pierre. Quand le bus m'a déposé à l'arrêt le plus proche, j'ai marché les dernières centaines de mètres avec une lenteur solennelle dès que j'ai tourné au coin. De la rue, j'ai vu l'ampleur des dégâts. Les grandes grilles en fer forgé de la propriété étaient grandes ouvertes, tordues, à un endroit, comme si un véhicule avait reculé dedans, avec violence. L'allée en gravier d'ordinaire immaculée était jonchée de détritus, des gobelets en plastique écrasés, des morceaux de tissu, des fleurs arrachées. La grande tente blanche dans le jardin s'était à moitié effondrée sous le vent de la nuit, la toile battant tristement contre ses armatures métalliques. La fameuse sculpture de glace à 1 000 €, qui devait représenter 2 signes entrelacés, n'était plus qu'une flaque d'eau boueuse et informe sur la pelouse piétinée. Il y avait 3 voitures de police garées devant le perron. Leurs gyrophares éteints, mais leur présence lourde de signification. J'ai marché dans l'allée, mes bottines écrasant les restes du festin. L'air sentait le vomi, l'alcool rance et la fumée froide de cigarettes, le contraste avec la perfection maniaque de ma mère. La veille était si absolue que j'ai dû me retenir de rire à haute voix. C'était un rire amer, un rire de survivante. Je suis montée sur le perron.
J'ai poussé la lourde porte d'entrée en chêne massif. Elle n'était même pas fermée à clé. L'intérieur de la maison ressemblait à une zone de guerre. Le grand hall, avec son tapis rouge loué pour l'occasion, était souillé de boue et de taches de vin. Le silence à l'intérieur était d'une densité suffocante. Un silence post-traumatique. J'ai avancé dans le vestibule, entendant des voix étouffées provenir du grand salon. La porte était entr'ouverte. J'ai poussé le battant sans faire de bruit. La scène qui s'est offerte à mes yeux méritait d'être encadrée dans un musée des désastres familiaux. Mon père était assis dans un fauteuil, Louis XV, la chemise froissée, hors de son pantalon, les cheveux en bataille, le regard vide fixé sur le sol. Un officier de police se tenait devant lui, un carnet à la main. Ma mère était allongée sur le canapé en velours, un gant de toilette, humide sur le front, le maquillage coulé, lui donnant l'apparence d'une actrice tragique sur le déclin et au centre de la pièce, assise en tailleur sur le tapis persan. Élise n'avait pas changé de robe. Elle portait toujours la création à 2 000 €, maintenant déchirée à l'épaule et couverte de taches indéfinissables. Ses cheveux blonds, autrefois, si parfaits, étaient emmêlés, collés à son visage, par les larmes séchées. Elle tremblait de tout son corps, serrant un coussin contre sa poitrine avec la force du désespoir. Personne ne m'a vu entrer. J'étais un fantôme revenant hanter les vivants. Je suis restée dans l'encadrement de la porte, observant la dynamique pitoyable de mon ancienne famille. L'officier de police parlait d'une voix basse, monotone, expliquant les procédures pour les plaintes concernant les dégradations matérielles causées par les invités. Mon père hochait la tête comme un automate. Ma mère gémissait faiblement à chaque fois qu'un chiffre était mentionné. Élise. Elle fixait le vide, ses yeux écarquillés, ne clignant même pas, et puis lentement, son regard a glissé vers la porte. Elle m'a vu. Son souffle s'est bloqué dans sa gorge. Ses mains se sont crispées sur le coussin. La terreur dans ses yeux a laissé place à une lueur de haine pure incandescente animale. Elle a ouvert la bouche pour hurler, pour me désigner, pour attirer la colère de nos parents sur ma présence silencieuse. Mais aucun son n'est sorti. J'ai soutenu son regard sans reculer d'un millimètre. Mon visage était un masque de marbre impénétrable. Je n'ai pas cligné des yeux, je n'ai pas montré la moindre once d'émotion. Je me suis contentée de la regarder brûler sur le bûcher qu'elle avait, elle-même allumé. Camille a soudain croassé ma mère, sa voix sortant difficilement de sa gorge nouée. Elle a soulevé la tête du canapé, le gant de toilette tombant sur le sol. Elle m'a regardé avec un mélange de soulagement tordu et de colère contenue. « Tu es là où était ? Tu bon sang, tu vois. Ce qu'ils nous ont fait, tu vois. Dans quel état est ta sœur ? Viens l'aider, emmène-la dans sa chambre, prépare-lui un bain. Fais quelque chose, ne reste pas plantée, là, comme une idiote. » Les mots automatiques, les commandes ancrées depuis l'enfance. Elle essayait de réactiver le programme de soumission qu'elle avait implanté dans mon cerveau. L'officier de police s'est tourné vers moi, m'examinant avec curiosité, probablement frappé par le contraste entre mon calme absolu et l'hystérie ambiante. J'ai fait un pas dans le salon. Un seul pas. Le parquet a craqué sous mon poids, le son résonnant comme un coup de feu dans la pièce. J'ai regardé ma mère, ses yeux rougis, son arrogance brisée, puis j'ai regardé mon père, qui n'osait même pas lever les yeux vers moi. Enfin, j'ai regardé Élise. Je ne suis pas venue pour aider. Je déclarai ma voix, calme, mesurée, tombant comme un couperet de glace dans l'air étouffant de la pièce. Je suis simplement venue chercher mon passeport et mes relevés de notes. Ma mère s'est redressée d'un coup, oubliant sa migraine feinte, ses yeux s'écarquillant de stupeur. « Quoi, qu'est-ce que tu dis ? Tu vois ? Dans quel état nous sommes ? C'est une crise majeure. » Camille, ton père va être ruiné par les poursuites du traiteur. L'image de ta sœur est anéantie. Et tu parles de passeport. As-tu perdu la tête ? Tu n'as pas de cœur. Je l'ai laissé vider son venin, l'observant avec une indifférence clinique. C'était la vérité. Je n'avais plus de cœur pour eux. Ils l'avaient affamé. Ils l'avaient desséché. Ils l'avaient réduit en cendres au fil des 21 dernières années. Vous avez dépensé 13 000 €
pour ce désastre. Ai-je répondu, d'un ton plat, sans élever la voix. Vous avez célébré la naissance d'une seule fille. Hier soir, vous avez fait votre choix. Vous devez maintenant en assumer les conséquences. La fille d'hier soir a besoin de vous, je n'ai besoin de rien. Je suis allée dans le couloir, j'ai monté les escaliers mécaniquement, laissant ma mère balbutier des mots. Incompréhensible derrière moi, j'ai marché, jusqu'à mon ancienne chambre. J'ai pris les quelques dossiers qui restaient dans le tiroir du bureau, je les ai glissés dans mon sac à dos. J'ai jeté un dernier regard à ces 4 murs qui avaient abrité ma solitude pendant tant d'années. Il n'y avait plus rien de moi ici. L'air même de la pièce me semblait étranger. Je suis redescendue en repassant devant le salon. Élise s'était levée. Elle se tenait au milieu de la pièce, tremblante, comme une feuille, morte. Elle m'a pointé du doigt. Tu as tout planifié. Athée. Elle crachait la paranoïa, tordant ses traits. Tu le savais. Tu savais ce qui allait se passer. Tu as fait exprès de ne pas être là pour me laisser tomber. Tu es une garce, Camille, une putain de garce jalouse. L'accusation était tellement absurde, tellement déconnectée de la réalité, que je n'ai même pas pris la peine de me défendre. La laisser mariner dans sa propre folie conspirationniste était la plus grande des punitions. Je me suis arrêtée à sa hauteur, je l'ai regardée de haut en bas, fixant la tache sombre sur sa robe de créateur. Joyeux anniversaire, Élise Hay. Je murmurai d'une voix douce, presque sucrée, un poison délivré avec le sourire. Tu as enfin eu la fête inoubliable que tu méritais. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis retournée. J'ai marché vers la porte d'entrée. J'ai franchi le seuil et je suis sortie dans la lumière grise du jour. L'air froid a frappé mon visage, purifiant. Mes poumons. J'ai descendu les marches du perron. J'ai traversé l'allée en ruine, écrasant les roses blanches dans la boue. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. La maison, ses cris, ses dettes, ses hontes. Tout cela s'effaçait derrière moi comme un mauvais rêve, avalé par la brume matinale. J'avais 21 ans, et ma vraie vie, venait tout juste de commencer dans un silence absolu et parfait. Le bruit de mes pas sur le trottoir humide résonnait comme un métronome, marquant le début d'une ère nouvelle, le quartier huppé de mon enfance avec ses haies parfaitement taillées et ses caméras de sécurité dissimulées dans les feuillages s'éloignait derrière moi. Je marchais d'un pas régulier, ni trop lent pour ne pas ressembler à une vagabonde, ni trop rapide pour ne pas trahir l'urgence d'une fuite. Car je ne fuyais pas, je prenais possession de mon propre espace vital. Le ciel s'était légèrement dégagé, laissant percer quelques rayons d'un soleil froid et distant qui faisait scintiller l'asphalte mouillé. Je n'ai pas pris la direction de l'hôtel miteux où j'avais passé la nuit. La chambre 212 avait rempli son office. Elle avait été le cocon transitoire de ma métamorphose. Mais j'avais besoin de mouvement, j'avais besoin de kilomètres de rails d'acier et de paysages défilant à toute vitesse pour concrétiser la rupture géographique. Je me suis dirigée vers la gare centrale, un bâtiment massif, aux poutres métalliques apparentes, qui sentait le fer chaud et la hâte humaine. J'ai acheté un billet, aller simple, pour une ville universitaire située à 400 kilomètres de là, une ville où le nom de ma famille ne signifiait rien, où l'histoire d'Élise la vidéo virale et le fiasco de la sculpture de glace n'étaient que du bruit de fond numérique noyé dans l'océan des drames quotidiens d'Internet. Le train est arrivé avec un sifflement strident. Je suis montée dans le wagon de seconde classe, cherchant une place isolée près de la fenêtre. Le tissu rugueux du siège me semblait être la chose la plus confortable que j'ai jamais touchée. J'ai posé mon sac à dos sur mes genoux, le serrant légèrement contre moi. Non pas par peur de me le faire voler, mais parce qu'il contenait la totalité de mon identité légale, mes diplômes, mon passeport, mon acte de naissance. Ironiquement, ce même acte de naissance qui prouvait que j'étais née le même jour que la fille en or, un bout de papier administratif qui était la seule preuve tangible de mon lien biologique avec ces gens. Le train s'est ébranlé lentement,
quittant la gare dans un grincement métallique au fur et à mesure que les faubourgs de la ville disparaissaient pour laisser place à des champs mornes et à des forêts dénudées. Par l'automne, j'ai accompli mon premier acte d'oblitération, j'ai sorti mon téléphone, j'ai retiré la coque, j'ai extrait la petite carte SIM avec la pointe d'un trombone. Je l'ai regardé une dernière fois, ce petit carré de plastique qui me reliait à la folie de ma mère, aux exigences d'Élise, à la lâcheté de mon père. Je l'ai cassé en deux avec mon ongle. Le craquement sec résonnant à peine sous le bruit du train en marche. J'ai laissé tomber les deux morceaux dans la petite poubelle fixée sous la tablette. C'était fait. Le cordon numérique était rompu. Je n'existais plus sur leur radar. Je devenais un point aveugle, une anomalie intraçable. Le voyage a duré 4 heures. 4 heures de silence ininterrompu où j'ai pu enfin organiser l'architecture de ma nouvelle vie. Je savais que l'indépendance ne se gagnait. Pas seulement par des discours dramatiques dans un salon en ruine, elle se gagnait dans la bureaucratie, dans l'indépendance financière totale, dans l'anonymat méticuleusement construit. En arrivant dans cette nouvelle ville, j'ai été happée par son énergie anonyme. Les rues étaient grouillantes d'étudiants, de travailleurs pressés. Personne ne me regardait, personne ne cherchait en moi les traits de ma sœur. Personne ne s'attendait à ce que je sois l'ombre de quelqu'un d'autre. J'ai trouvé une chambre de bonne à louer sous les toits d'un vieil immeuble haussmannien décrépit. C'était minuscule. À peine 9 mètres carrés, les murs étaient de travers, l'isolation quasi inexistante, et les toilettes se trouvaient sur le palier. Mais pour moi, c'était un palais. C'était un espace inviolable dont je possédais la seule clé. J'ai payé 3 mois de loyer d'avance en espèces, avec l'argent que j'avais économisé pendant des années en cachette de mes parents. J'ai acheté un nouveau téléphone, une nouvelle puce, avec un numéro que seules 2 personnes au monde possédaient, Léa et Thomas. Mes amis fidèles restaient dans l'ancienne ville pour terminer leur semestre. Les premières semaines ont été une leçon d'ascétisme et de discipline. Je devais trouver un emploi rapidement pour ne pas épuiser mes réserves. J'ai été embauchée comme archiviste de nuit dans la bibliothèque centrale de l'université. C'était un travail solitaire, silencieux, répétitif, exactement ce dont mon esprit avait besoin. Je passais des nuits entières à classer des documents anciens, à réparer des reliures endommagées, respirant l'odeur réconfortante de la poussière et du papier jauni. La bibliothèque était mon sanctuaire, un lieu où la connaissance et le calme remplaçaient le chaos et l'hystérie. Le jour, je dormais dans ma petite chambre sous les toits, bercée par le bruit de la pluie sur le zinc. C'était une existence monacale, dépouillée de tout superflu, mais d'une richesse intérieure vertigineuse. Je lisais, je me promenais dans les parcs, je buvais du café noir dans des petits bistrots de quartier, observant les gens vivre leur vie sans jamais ressentir le besoin d'interagir. Je guérissais pendant ce temps-là, bas dans la ville que j'avais laissée derrière moi. Le drame continuait de se déployer avec la prévisibilité d'une tragédie grecque. Bon marché. Je n'avais pas cherché à avoir des nouvelles, mais Léa et Thomas me tenaient informée lors de nos rares appels dominicaux, l'onde de choc de l'anniversaire. Délise avait été bien plus destructrice que je ne l'avais imaginé. La vidéo n'avait pas seulement fait le tour de la ville, elle avait été reprise par des blogs de potins nationaux. Julien, le fiancé idéal, avait rompu ses fiançailles publiquement par le biais d'un communiqué rédigé par les avocats de sa riche famille, accusant Élise de comportement instable et destructeur. La famille de Julien, qui possédait des parts importantes dans l'entreprise immobilière de mon père, avait exigé un retrait immédiat de leurs fonds, invoquant des clauses de moralité et craignant pour leur propre réputation. Le château de cartes de 13 000 € avait déclenché un effet domino qui balayait tout sur son passage. Mon père, l'homme qui achetait la paix, en fermant les yeux, se retrouvait soudain au centre d'une tempête financière parfaite, lâché par ses associés, harcelé par ses créanciers, poursuivi par le traiteur pour les dommages causés au domaine des Saules, et Élise, la lumière de leur vie. L'enfant miracle Élise était devenue un paria social. Elle avait tenté de jouer la victime sur les réseaux sociaux, postant des vidéos en larmes,
où elle expliquait avoir été droguée, trompée, manipulée. Mais l'opinion publique d'une cruauté implacable avait disséqué chaque seconde de la vidéo originale, analysant son comportement hystérique et l'absence totale de larmes véritables dans ses yeux. Elle avait perdu ses followers, ses fausses amies l'avaient bloquée. La mère de Chloé l'avait menacée de poursuite pour harcèlement. Élise était cloîtrée dans sa chambre, refusant de sortir, hurlant sur notre mère à longueur de journée, la blâmant pour le fiasco. Ma mère, cette femme de glace obsédée par les apparences, s'était effondrée sous le poids de la honte publique. Elle ne fréquentait plus son club de tennis. Elle ne présidait plus les réunions de charité. Elle rasait les murs lorsqu'elle devait aller faire des courses, portant de larges lunettes de soleil pour éviter le regard moqueur des commerçants. Leur empire de vanité était en cendres. Je savais qu'ils essaièrent de me retrouver. Je savais que la dynamique des familles toxiques exigeait un bouc émissaire, une présence pour absorber le choc. Et puisque je m'étais évaporée, le vide que j'avais laissé devait leur paraître insoutenable. Ils ont commencé par harceler l'administration de mon ancienne université, exigeant de connaître l'établissement où j'avais transféré mon dossier. L'administration, liée par le secret. Professionnelle et avertie par mes soins de ne divulguer aucune information personnelle, avait opposé une fin de non-recevoir absolue. Ils ont alors embauché un détective privé, un acte d'une ironie mordante. Ils n'avaient pas voulu dépenser un centime pour mon anniversaire, mais ils étaient prêts à payer des milliers d'euros pour me traquer et me ramener de force dans leur folie. Le détective privé, un homme médiocre avec une mallette en cuir usé, avait fini par trouver ma nouvelle adresse, non pas par mon téléphone ni par ma banque, qui était sous des adresses postales anonymisées, mais en interrogeant la propriétaire du petit café où je prenais parfois mon petit déjeuner, un soir de décembre, alors que la neige commençait à blanchir les toits de la ville. J'ai trouvé une enveloppe épaisse glissée sous la porte de ma chambre de bonne. L'écriture sur l'enveloppe m'a glacé le sang. C'était celle de ma mère, une calligraphie pointue, agressive, qui ne laissait aucune place au doute. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe, immédiatement je l'ai posée sur la petite table en bois. Je l'ai regardée pendant de longues minutes, observant la texture du papier, l'encre noire. Je savais exactement ce qu'elle contenait. Ce ne seraient pas des excuses, ma mère ne s'excusait jamais. Ce serait une plainte, un réquisitoire, une liste de mes devoirs filiaux, une tentative de me faire culpabiliser pour l'effondrement de leur monde. Elle m'accuserait de les avoir abandonnés dans leur moment le plus sombre, d'avoir fait preuve d'égoïsme en fuyant, alors qu'Élise avait besoin de soutien psychologique. Elle évoquerait la santé défaillante de mon père, la détresse de ma sœur, la pression financière. Elle utiliserait tous les leviers émotionnels qu'elle avait installés en moi pendant 2 décennies. J'ai allumé la petite plaque électrique de ma kitchenette. J'ai pris une casserole en métal usagée, je l'ai posée sur le feu. J'ai saisi l'enveloppe toujours scellée. Je n'avais aucune curiosité, aucune envie de lire. Ces mensonges justifiés, lire ces mots, c'était lui accorder du pouvoir. C'était laisser sa voix toxique résonner à nouveau dans ma tête. Je n'allais pas lui faire ce cadeau. J'ai tenu l'enveloppe par un coin. Je l'ai approchée de la résistance rougeoyante de la plaque. Le papier a roussi, s'est gondolé, puis a pris feu d'un coup. Une flamme jaune et bleue a léché l'écriture pointue de ma mère, effaçant son nom, effaçant son urgence. J'ai lâché l'enveloppe enflammée dans la casserole en métal, observant. Les flammes dévoraient les pages intérieures, le papier se recroquevillant en cendres noires et fragiles. L'odeur de fumée a rempli la petite pièce. Mais contrairement à l'odeur de cire de mon enfance, celle-ci était purificatrice. J'ai regardé les cendres rouges s'éteindre lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un petit tas de poussière grise. La métaphore était d'une clarté absolue. Je venais d'incinérer leur dernière tentative de contact. Le lendemain, j'ai changé d'appartement. J'ai utilisé une boîte postale pour mon courrier. J'ai effacé la dernière piste qui pouvait les mener à moi. Les mois ont passé, puis les années, je n'ai plus jamais entendu parler d'eux, directement. J'ai appris par Léa, bien plus tard, que mon père avait déclaré faillite, que la grande maison bourgeoise avait été saisie par la banque et vendue aux enchères pour éponger les dettes.
Ma mère et lui avaient dû s'installer dans un petit appartement en banlieue, perdant tout contact avec leur précieux cercle social. Quant à Élise, incapable de terminer ses études, rongée par l'amertume et l'obsession de sa gloire perdue, elle vivait toujours avec eux une ombre pathétique, de la jeune fille rayonnante, d'autrefois, passant ses journées à regarder en boucle les anciennes vidéos de sa vie mondaine enfermée dans une prison de souvenirs qu'elle avait elle-même bâtie. Je me tenais un soir sur le petit balcon de mon nouvel appartement, un endroit modeste, mais chaleureux, acheté avec mes propres économies, fruit de mon travail acharné et de ma détermination silencieuse. La ville brillait sous mes pieds, une myriade de lumières anonymes. Je tenais une tasse de thé fumant dans mes mains, l'air frais de la nuit caressant mon visage. J'avais 25 ans, l'âge de la maturité, l'âge où l'on comprend que la famille n'est pas déterminée par le sang, mais par le respect mutuel et l'amour véritable. Je n'avais pas de sœur, je n'avais pas de parents. J'étais une orpheline volontaire, et c'était la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Je n'ai jamais cherché à me venger. Je n'ai jamais cherché à les détruire. Je n'ai rien fait d'autre que de retirer ma présence de l'équation. Et l'équation sans moi s'était résolue d'elle-même dans le vide absolu de son propre narcissisme. J'ai pris une gorgée de thé, j'ai regardé les étoiles lointaines, froides et imperturbables, et j'ai souri. Le silence autour de moi était magnifique, il était total, il était mien, et personne au monde ne pourrait plus jamais me le... Voler, on croit souvent à tort que rompre avec sa famille est une déchirure constante, une blessure qui suppure à chaque Noël. À chaque anniversaire, on lit dans les magazines de psychologie de comptoir que le pardon est nécessaire à la guérison, que sans pardon on reste prisonnier de son passé. C'est une hérésie inventée par ceux qui n'ont jamais eu à amputer une partie de leur propre histoire pour survivre. Je n'ai jamais pardonné à mes parents, je n'ai jamais pardonné à Élise. Et cette absence de pardon n'est pas un fardeau, c'est mon armure. C'est le ciment qui maintient les briques de ma santé mentale en place. Le pardon aurait signifié une porte entr'ouverte, une possibilité de récidive, une validation de leurs actes en refusant de pardonner. J'ai scellé la chambre forte de mon esprit. Le syndrome du membre fantôme s'applique aussi aux relations familiales, pendant les premières années. Il m'arrivait de ressentir un picotement invisible, une attente fugace, d'une réplique cinglante de ma mère ou d'un éclat de voix d'Élise. Mais ce n'était qu'un écho neurologique, un résidu d'une ancienne vie qui finissait par s'évaporer dans le silence magnifique de mon appartement. Avec le temps même, cet écho a disparu, laissant place à une plénitude lisse et sans accroc. Les années se sont empilées les unes sur les autres, formant une barrière infranchissable entre la fille que j'étais, dans cette maison bourgeoise, et la femme que je suis devenue. Je me suis regardée dans le miroir, le matin de mon 30e anniversaire, le chiffre rond symbolique absolu. Je cherchais sur mon visage les traces de mon lignage. Je cherchais l'arrogance de ma mère, la faiblesse de mon père, ou le reflet inversé de ma jumelle fantôme. Mais la biologie avait perdu la guerre contre ma volonté. Mes traits s'étaient adoucis par l'absence de stress constant. Mes yeux n'avaient plus cette lueur perpétuelle d'alerte rouge. Je possédais mon propre visage, sculpté par mes propres choix, mes propres lectures, mes propres échecs et mes propres victoires. Mon 30e anniversaire, je l'ai passé seul dans une cabane louée au bord d'un lac de montagne, isolé du monde, sans réseau, sans signal téléphonique. J'ai écouté le vent souffler dans les pins, j'ai regardé la surface de l'eau se rider sous la brise glacée. Je n'ai pas eu de gâteau à 13 000 €, je n'ai pas eu de sculpture de glace, je n'ai eu que l'immensité de la nature et la certitude absolue que personne au monde ne viendrait me gâcher ce moment. Le hasard a voulu qu'une semaine après mon retour à la ville, je croise une ancienne connaissance de ma mère dans une épicerie fine. Une femme dont j'avais oublié le nom, mais dont les traits marqués par la chirurgie esthétique m'ont ramené 10 ans en arrière. Elle m'a reconnue immédiatement, ses yeux s'écarquillant de surprise, avant de se plisser dans une expression de pitié, condescendante. Camille A.T. Elle murmurait sa voix chargée d'un reproche non dissimulé.
Ta mère est malade, tu sais. Ton père a fait un infarctus l'année dernière. Élise ne sort plus de chez eux. Ils sont complètement détruits. Tu devrais aller les voir. C'est ta famille, après tout le sang. C'est le sang. Elle attendait de moi une réaction, une larme, un tremblement, une excuse bégayée. Elle attendait que la petite fille invisible ressurgisse pour obéir aux injonctions sociales. J'ai posé le pot de confiture que je tenais à la main. Je l'ai regardé droit dans les yeux, avec une impassibilité qui l'a fait reculer d'un demi-pas, je n'ai pas de famille, Madame Hay, je répondis d'une voix si calme et si froide qu'elle semblait geler l'air entre nous. Les gens dont vous parlez sont des étrangers qui ont fait des choix désastreux. Je vous souhaite une bonne journée. Je me suis détournée, je suis passée à la caisse et je suis sortie dans la rue. La rencontre n'avait provoqué aucune accélération de mon rythme cardiaque, aucune sueur froide. C'était le test final, l'examen de passage, définitif. J'étais guérie, le cordon, ombilical, ce tube viscéral qui est censé nous lier à la source de la vie, a été le premier mensonge biologique. On nous l'a coupé à la naissance dans ce bloc opératoire aseptisé. Mais ma mère a passé 21 ans à essayer d'en tisser un nouveau. Un filet psychologique de culpabilité, de dette et d'obligation qui devait m'enserrer la gorge à perpétuité. La nuit où j'ai éteint mon téléphone dans cette chambre d'hôtel miteuse, j'ai pris des ciseaux imaginaires forgés dans le feu de mon indifférence et j'ai tranché ce deuxième cordon avec une précision chirurgicale absolue. La plaie ne s'est pas infectée. Elle s'est refermée instantanément, laissant une cicatrice lisse et insensible que je porte aujourd'hui comme la plus haute des décorations militaires. La vérité tragique et ironique de toute cette histoire, c'est qu'Élise pensait être la privilégiée. Elle pensait que l'attention, l'argent, les robes, les fêtes, étaient des preuves d'amour irréfutables. Elle n'a jamais compris. Que nos parents ne l'aimaient pas, elle en tant qu'être humain complexe. Ils aimaient l'image qu'elle renvoyait d'eux-mêmes. Ils aimaient le statut social qu'elle leur conférait, en investissant ces fameux 13 000 euros. Ils n'ont pas acheté son bonheur, ils ont acheté son âme, ils ont acheté sa dépendance totale à leur regard approbateur. Ils ont fait d'elle un animal de foire somptueux, mais incapable de survivre en dehors de sa cage dorée. Et quand la cage s'est brisée, sous les yeux de la ville entière, l'animal a été terrifié, incapable de se nourrir. Lui-même, incapable d'affronter le vent glacial de la réalité en me négligeant, en me laissant dans l'ombre, en m'ignorant avec tant de constance et de cruauté systématique, ils m'ont involontairement offert le plus grand des cadeaux. Ils m'ont offert l'invisibilité. Et dans cette invisibilité, loin de leurs attentes écrasantes, j'ai pu me construire une colonne vertébrale en titane pur. Je n'ai jamais eu à me conformer à leur vision, puisqu'ils n'en avaient aucune, pour moi. La privation a été mon terreau. L'indifférence a été mon oxygène. Ce récit n'est pas une histoire de vengeance. La vengeance est une émotion vulgaire qui implique qu'on accorde encore de la valeur à ceux qui nous ont blessés. La vengeance, c'est un lien invisible mais toxique qui nous maintient enchaînés à nos bourreaux. Ceci est l'anatomie d'une émancipation radicale. Le téléphone a sonné à 2 heures du matin cette nuit-là, il y a tant d'années, et il sonne encore dans la mémoire de cette ville comme le requiem de leur empire. Mais pour moi, le cri d'Élise ne me hante pas. Il me rappelle simplement la justesse mathématique de ma décision. Je n'ai pas tué ma sœur, je n'ai pas détruit mes parents. Ils ont construit leur propre bûcher. Ils ont versé eux-mêmes l'essence de leur vanité absolue. Et ils ont fini par craquer l'allumette de leur orgueil démesuré. Je me suis simplement éloignée, un pas après l'autre, pour ne pas brûler avec eux, pour ne pas suffoquer dans leurs cendres à ceux qui se sentent invisibles dans leur propre maison, à ceux qui partagent leur sang avec des étrangers qui les méprisent, à ceux qui se demandent s'ils auront un jour la force monumentale de partir. Je dis ceci, écoutez attentivement. Ne cherchez pas la confrontation stérile, ne mendiez pas l'amour qui vous est dû, ne criez pas à l'injustice, face à des murs sourds. Préparez votre valise noire, dans le silence de votre chambre. Construisez votre forteresse mentale, brique par brique, euro par euro.
laissez-les danser sous les projecteurs brûlants de leur propre illusion. Et quand le moment sera venu, marchez vers la porte sans jamais vous retourner. Le froid de la nuit est la plus douce des caresses, quand on a passé sa vie à étouffer l'histoire de la jumelle fantôme. S'arrête ici, de manière définitive. Il n'y a plus de suite, il n'y a plus de drame, il n'y a plus de compte à rendre. Il n'y a plus que le son régulier et paisible de ma propre respiration, dans une pièce qui m'appartient entièrement. Une respiration profonde, qui prouve à chaque microseconde que j'ai survécu au poison, que j'ai vaincu l'hérédité, et que je suis définitivement, implacablement et merveilleusement libre.